Tu n'es pas prêt à entendre ce que je vais te dire maintenant. Mais quelque chose en toi sait déjà, quelque chose en toi a déjà ressenti ce vide, cette angoisse silencieuse qui te visite quand tout semble à sa place. Et pourtant, quelque chose manque. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la fatigue, c'est le désir. Mais pas ce désir domestiqué qu'on t'a appris à appeler amour. Je parle du désir brut, instinctif, déconcertant. Celui qui naît dans l'ombre, qui palpite là où la logique ne pénètre pas, qui déchire les certitudes comme des voiles de soie, et même si la civilisation tente de le masquer, de le réprimer, de le nommer, il est là, vivant, affamé, caché sous les masques que tu portes chaque jour. Freud, le père de la psychanalyse, n'a pas commencé son parcours en voulant guérir. Il a commencé par écouter, et ce qu'il a entendu l'a transformé à jamais. Non parce qu'il a trouvé des réponses, mais parce qu'il a découvert un labyrinthe. Et au centre de ce labyrinthe, il y avait un secret que personne ne voulait affronter. Le désir n'est pas propre, il n'est pas pur, il n'est pas juste. Le désir est un animal. Et le plus effrayant, cet animal vit en toi. La société a tenté de le domestiquer. Elle a inventé le mariage, la morale, les bonnes manières. Elle a créé des manuels de conduite, enseigné que l'amour devait être doux, prévisible, respectueux. Mais l'inconscient, ce territoire où la raison perd son pouvoir, n'obéit pas aux règles de la surface. Freud a appelé cet espace le ça, le lieu où vivent nos pulsions les plus primitives. Désir sexuel, fantasme de pouvoir, pulsion de mort et de plaisir, mêlés dans un chaos intransigeant. C'est là que ça devient inconfortable. Parce que ce qui palpite en toi, ce n'est pas ce qu'on t'a appris à désirer. La vérité, c'est que beaucoup de tes désirs les plus intenses sont inavouables. Tu les as peut-être même oubliés, peut-être les as-tu enfermés dans une cave psychique, peut-être t'es-tu convaincu d'être une personne équilibrée, civilisée, éthique. Mais dans le silence, quand personne ne regarde, ils reviennent. Dans tes rêves, dans tes fantasmes, dans des impulsions que tu réprimes avant même d'en prendre conscience. Freud a vu cela se répéter encore et encore, chez les femmes, chez les hommes, chez les jeunes comme chez les vieux. Des personnes apparemment normales qui portaient en elles un monde souterrain de tensions et de contradictions. Ce n'était pas une maladie, c'était la nature qui parlait à voix basse. Et plus elle tentait de se conformer aux normes de leur époque, plus elle tombait malade. Crise d'angoisse, paralysie, phobie. Le corps criait ce que la bouche ne pouvait dire. En écoutant ces voix, Freud a compris une chose brutale. Le désir humain, surtout le désir féminin, ne suit pas une ligne droite. Il est fait de courbes, d'impasses, d'interdits. Les femmes que Freud a accompagnées, comme Anna, comme Dora, ne réprimaient pas seulement des traumatismes. Elles étouffaient une force que la culture ne savait pas nommer. Le plaisir dans la contradiction, l'impulsion vers la transgression, l'excitation née de ce qui est interdit. Et cela te dérange? Tant mieux. Car c'est le but. Tu dois être déconstruit pour comprendre. Ce que Freud a révélé et que presque personne n'a eu le courage de regarder en face, c'est que le désir ne réside pas dans le oui stable, dans l'amour sécurisé, dans l'affection domestiquée. Il vit dans le non qui résiste, dans le mystère qui défie, dans le jeu des forces qui ne se résout pas. C'est pour cela que tant de couples meurent à l'intérieur, tout en restant ensemble. Parce que le désir ne se nourrit pas d'harmonie. Il se nourrit de tension. Et avant que tu ne penses qu'il s'agit ici d'une critique de la bonté, de l'éthique, du respect, arrête-toi. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de reconnaître que la civilité a un prix. Et que ce prix, c'est peut-être le désir. Freud disait que l'homme civilisé est un homme frustré, parce que pour vivre en société, il a dû renoncer à des parties instinctives de lui-même, sa force, sa sexualité vibrante, son agressivité créatrice. Pas l'agressivité violente, mais la capacité de s'imposer, de conquérir, d'habiter pleinement l'espace. En échange, il a reçu l'acceptation sociale, mais il a perdu quelque chose d'essentiel, le contact avec son propre Eros. Tu le ressens, n'est-ce pas? Ce sentiment que, même si tu fais tout bien, même si tu es doux, présent, respectueux, quelque chose manque. Sa réponse est froide.
ses yeux ne brillent plus. Tu te demandes « Qu'est-ce que je fais de mal ?» Et la culture te répond « Continue d'être gentil. » Un jour, elle comprendra. Mais elle ne comprend pas, parce que son désir ne répond pas à ce qui est correct. Il répond à ce qui est vivant. Et là commence la tragédie silencieuse de notre époque. Des hommes qui s'automutilent émotionnellement pour devenir ce que l'on dit qu'elles veulent. Des femmes frustrées parce que ce qu'elles disent vouloir n'est pas ce qui les fait vibrer. Résultat, des relations tièdes, des corps présents mais des âmes absentes, des conversations polies mais des silences insupportables, du sexe sans flamme, de l'amour sans pulsation. Et alors surgit la question que personne n'ose formuler à voix haute. Et si le désir féminin, le plus profond, le plus instinctif, n'était pas lié à la protection, mais à la domination? Et si au fond ce qui excite n'est pas le confort, mais le danger? Et si la fantaisie la plus secrète n'était pas d'être protégée, mais d'être conquise? Avant que tu ne t'indignes, respire. Je ne parle pas ici de violence réelle. Je parle de la fantaisie, de l'espace symbolique où le désir prend vie. Freud savait qu'il existe une différence entre ce que l'on veut dans le réel et ce qui nous excite dans l'imaginaire. Et il a eu le courage de regarder cela sans jugement moral. C'est pour cela que tant de gens l'ont détesté. Parce qu'il a osé dire ce que personne ne voulait entendre. Le désir féminin n'est pas tendre, il est ambigu. Il est chaotique, il est dangereux. Anna voulait être dominée. Dora était excitée par ce qui la blessait. D'innombrables femmes ne cherchaient pas la protection, elles voulaient la tension, la résistance, le contraste. Et ce n'était pas parce qu'elles étaient malades, c'était parce qu'elles étaient vivantes. Parce que le désir, comme l'a dit Lacan plus tard, naît du manque. Et ce qui est toujours disponible ne crée pas de manque. Tu commences à comprendre maintenant pourquoi tant d'hommes parfaits sont ignorés, pourquoi tant de femmes choisissent des hommes qui semblent mauvais mais réveillent quelque chose en elles. Parce que le désir ne répond pas à la logique de la morale, il répond à la logique de la pulsion. Et ce n'est la faute de personne, ni des hommes, ni des femmes. C'est simplement une vérité que la culture n'a pas supporté d'affronter et qu'elle a donc préféré étouffer. Faire croire que le désir peut être éduqué, qu'il suffit d'être aimable et tout ira bien. Mais non, parce que l'âme humaine ne veut pas être domestiquée, elle veut être touchée. Es-tu prêt à poursuivre ce voyage? Car maintenant que nous avons touché cette blessure, il n'y a plus de retour possible. Ce que Freud a découvert est un miroir, et tu peux choisir de le briser ou de t'y regarder. Ce que tu y verras ne sera pas joli. Mais ce sera vrai. Et c'est à partir de cette vérité que nous allons avancer. Car le désir que tu ne reconnais pas est celui-là même qui dirige ta vie. Tu ne le savais tout simplement pas encore. Te souviens-tu de la première fois où tu as senti que quelque chose n'allait pas, sans savoir exactement quoi? Cette sensation subtile, presque imperceptible, que la personne à tes côtés était là, mais ne te regardait plus avec les mêmes yeux. Le contact était encore là, mais sans chaleur. Le regard croisait encore le tien, mais ne s'y arrêtait plus. Et toi, sans un mot, tu as senti que le désir s'échappait par les interstices du quotidien. C'est cela qui nous tue lentement. Pas l'absence d'amour, mais l'absence de pulsation. Et peut-être que le plus cruel dans tout cela, c'est la confusion. Parce que tu as tout fait comme il faut. Tu as été présent, loyal, poli, attentionné. Tu as construit une relation fondée sur le respect, le partenariat, la stabilité. Et pourtant, elle t'a dit, il manque quelque chose. Ou pire encore, elle n'a rien dit. Elle a simplement commencé à se refermer, à s'absenter émotionnellement, à paraître lointaine, même allongée à côté de toi dans le lit. Et tu es resté là, perdu, à essayer de comprendre ce que tu avais fait de travers. Mais si l'erreur ne résidait pas dans ce que tu as fait, mais dans ce que tu as cessé d'être. Dora, une jeune femme analysée par Freud au début du XXe siècle, portait cette contradiction à fleur de peau. À 18 ans, elle a accusé un homme plus âgé, un ami de son père, de harcèlement. L'histoire semblait limpide, jusqu'à ce que Freud lise entre les lignes. Dora disait « non » avec les mots,
mais son corps exprimait autre chose. Et le plus troublant, quand cet homme cessa d'insister, Dora s'effondra, comme si l'absence de poursuite avait été pour elle la véritable agression. Cela te dérange? Et c'est normal, parce que ce malaise est une porte. Freud ne disait pas que Dora voulait être violentée. Il disait que la structure du désir est paradoxale, que ce que ressent le corps et ce que comprend l'esprit suivent souvent des chemins opposés, que le désir naît non de ce qui est permis, mais de ce qui est interdit. Et cet interdit vit en chacun de nous. Combien de fois as-tu vu des femmes tomber sous le charme d'hommes qui les traitaient avec mépris? Combien de fois as-tu vu des amis, des sœurs, des collègues, brillantes, sensibles, pleines de valeur, s'éprendre d'hommes qui n'apportaient pas de sécurité mais une présence, des hommes inadaptés selon les discours sociaux, des hommes qui n'avaient pas besoin de permission pour exister, qui n'expliquaient pas tout ce qu'ils ressentaient, qui ne se diluaient pas pour plaire. Peut-être as-tu été cet homme laissé derrière, celui qui a tout bien fait mais qui n'a pas été choisi. Ou peut-être as-tu été cette femme qui réclamait de la stabilité mais qui, en secret, aspirait à être surprise. Qui disait vouloir la paix mais frissonnait face à l'inattendu. Qui affirmait apprécier la prévisibilité, mais pleurait en silence quand elle ne se sentait plus touchée. Ces contradictions ne sont pas des défauts. Ce sont des parties de l'âme que la culture a tenté d'apprivoiser, mais qui continuent à vibrer dans les souterrains de l'être. Le philosophe et psychanalyste Sigmund Freud l'a souligné lorsqu'il affirmait « Nous sommes faits de chair, mais nous devons vivre comme si nous étions esprits. » La répression nécessaire à la vie civilisée nous a coupés de notre noyau instinctif. Et en niant l'instinct, nous avons aussi nié le désir. C'est pourquoi la plupart des relations actuelles semblent étouffées de l'intérieur. On voit des couples se respecter profondément, partager les factures, les tâches, les projets de vie. Mais au moment de s'allonger, c'est le silence. Un vide que nulle gentillesse ne comble, un gouffre là où il y avait autrefois une flamme. Et les deux, sans pouvoir le nommer, commencent à se culpabiliser en silence. Elle pense « Et si le problème venait de moi ?» Lui pense « Et si je ne suffisais plus pour elle ?» Et aucun ne comprend que le problème n'est pas moral. Il est structurel. Parce que le désir, à la différence de l'amour, ne se nourrit pas de stabilité. Il se nourrit de tension. Tu le comprends en regardant en arrière. Peut-être as-tu vécu un mariage de 20 ans qui s'est terminé sans cri, sans trahison, sans drame. Il s'est juste terminé, comme un souffle qui s'épuise. Et tu as gardé ce sentiment que tu aurais pu faire quelque chose, sans savoir quoi, parce que la personne n'est pas partie par manque d'amour, mais par manque de vie. Peut-être est-ce toi qui es parti. Toi qui, un jour, as regardé à côté de toi et as senti qu'il n'y avait plus de reflet, que la personne avec qui tu partageais ta vie ne savait plus te provoquer, te défier, te toucher l'âme. Il n'y avait plus ce jeu subtil entre le vouloir et le ne pas pouvoir. Tout était devenu trop prévisible, trop abondant, trop correct. Et la vérité la plus douloureuse, c'est que le désir ne fleurit pas là où tout est résolu. Voilà la blessure que personne ne veut toucher, parce qu'il est plus facile de blâmer l'autre, de dire que le monde est devenu superficiel, que les gens ne savent plus aimer. Mais et si ce n'était pas cela? Et si le vrai problème, c'était nous qui tentons de vivre une vie parfaitement prévisible, tout en espérant ressentir quelque chose d'imprévisible? Et si le désir mourait non par manque d'amour, mais par excès de contrôle? Nous vivons en l'an 2025, l'ère des algorithmes, des réponses instantanées, de la vie sécurisée et de la présence maîtrisée. Mais rien de cela n'excite, car le désir a besoin de mystère, il a besoin d'absence, il a besoin d'incertitude. Et aucune feuille de calcul affective ne peut lui offrir cela. Freud disait déjà que le désir naît là où il y a de l'interdit. Voilà pourquoi tant de fantômes nous visitent la nuit. Voilà pourquoi tant de femmes, même mariées à de bons hommes, fantasment sur des figures qui ne correspondent pas à l'idéal de partenaire. Mafieux, méchants repentis, figures dominatrices. Et cela ne fait pas d'elles des perverses.
Cela fait d'elles des humaines. Le problème, c'est que peu osent l'admettre, et beaucoup d'hommes n'en ont même pas conscience, parce qu'on leur a appris à rechercher l'approbation, à être fiables, à dire oui quand ils veulent dire non, à se modeler selon ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Et dans cette adaptation silencieuse, ils s'effacent, ils cessent d'être une présence, ils cessent d'être un pôle, ils cessent d'être désirables. T'es-tu déjà demandé pourquoi tant de femmes tombent amoureuses d'hommes émotionnellement inaccessibles? Ce n'est pas parce qu'elles sont perdues, c'est parce que ces hommes conservent quelque chose que les hommes gentils ont tué en eux, le mystère, l'attention, la solidité qui ne s'explique pas, la présence qui ne s'excuse pas. Et peut-être que tout commence à s'éclairer pour toi maintenant. Peut-être que les pièces du puzzle s'emboîtent enfin. Parce que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas de savoir si tu es une bonne personne, mais si tu es encore vivant, si tu maintiens encore ta présence sans t'en excuser. Le désir n'exige pas la perfection, il exige la vérité. Et la vérité, parfois, dérange. Mais sans elle, le corps se tait, l'âme s'endort, et l'amour meurt d'inanition. Peut-être qu'en cet instant, tu commences à te souvenir, pas d'une théorie, mais d'un sentiment. Quelque chose que tu as déjà vécu, un regard qui t'a transpercé, un toucher qui a suspendu le temps, un moment où tu as été entier, sans avoir besoin de comprendre, tu étais ressenti, et à cet instant, tu étais désir vivant. Ce souvenir ne ment pas, parce qu'il est ta carte du retour. Et la vraie question que tu dois te poser maintenant, c'est combien de parties de moi ai-je dû éteindre pour devenir ce que l'on attendait de moi? As-tu déjà eu la sensation d'être là, mais invisible? As-tu déjà vécu ce vide étrange où tout semble en ordre, mais où plus personne ne te voit vraiment? La relation continue, la cohabitation existe, les gestes sont là, mais quelque chose d'essentiel a disparu. Tu es présent, mais tu ne vibres plus en l'autre. Et c'est là, dans ce silence lourd, entre deux présences, que naît la mort invisible du désir. Cela n'arrive pas soudainement. D'abord, le regard perd de sa lumière. Puis, le toucher perd son intention. L'étreinte devient mécanique. Les conversations se transforment en liste de tâches. Et au milieu de tout cela, l'âme commence à crier. Mais personne n'entend, pas même toi. Et le plus cruel, c'est que ce naufrage se produit souvent là où tout est correct. Là où l'homme est gentil, présent, loyal, et la femme mature, complice, éthique. Mais le désir ne répond pas à ce qui est correct, il répond à ce qui est vivant. Et ce qui est vivant, par définition, est instable, vibrant, contradictoire. Pourquoi tant de couples qui fonctionnent émotionnellement et rationnellement ne fonctionnent-ils plus dans l'intimité? Freud, encore lui, disait « Là où était le ça, le moi doit advenir ». Autrement dit, là où il y a du désir inconscient, il faut de la conscience. Mais nous avons fait l'inverse. Nous avons tenté d'amputer le ça, de cacher l'instinct, de coller l'étiquette de relation saine sur ce qui, par nature, est imprévisible. As-tu remarqué comme l'expression « relation saine » est devenue un mantra moderne? Mais saine pour qui? Pour le désir ou pour l'idéal de stabilité émotionnelle? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un amour avec de la tension ou une coexistence sans âme? Peut-être avons-nous été conditionnés à rechercher des liens qui nous rassurent et non qui nous bouleversent, à choisir l'amour qui ne fait pas mal, même s'il ne fait plus vibrer, à préférer le partenaire qui ne nous contredit jamais, même s'il ne nous éveille plus. Combien de personnes connais-tu qui vivent ainsi? Combien de couples vois-tu sourire en photo, mais éviter tout contact plus intime lorsque personne ne les regarde? Et peut-être le plus douloureux, combien de fois était-ce toi? Combien de fois as-tu préféré te taire pour ne pas déplaire? Combien de fois as-tu modelé ton désir selon ce que tu pensais acceptable, espérant être enfin aimé pleinement? Combien de fois as-tu confondu acceptation et attraction, pour finir frustré d'être apprécié, mais plus désiré? C'est dur à admettre, mais le désir ne naît pas dans la certitude. Il fleurit dans l'incertitude, dans le jeu des forces, dans cette danse entre ce que l'on montre et ce que l'on cache.
Cela te fait peur? Ça devrait, parce que cela signifie qu'être trop aimable peut te rendre invisible. Freud a perçu ce phénomène avec une lucidité troublante. Dans ses travaux sur la répression, il décrit comment l'instinct masculin de conquête, de leadership et de sexualité a été domestiqué pour que l'homme puisse entrer dans le moule civilisé. Mais ce faisant, nous avons perdu l'essence de ce qui nous rendait magnétisants. Et pire encore, nous avons commencé à confondre passivité et vertu. Le ressens-tu? Cette fatigue d'avoir tout fait correctement, d'être gentil, compréhensif, patient, et malgré tout d'être mis de côté, d'être remplacé, ignoré, oublié. Le philosophe autrichien a observé de près cette transformation. Un cas emblématique est celui d'Edward, un homme ordinaire, avocat, poli, modèle de civilité. Il a fait tout ce qu'on lui avait dit d'être bien. Il respectait sa femme, partageait les tâches, écoutait ses douleurs, lui laissait de l'espace. Et pourtant, elle l'a quitté. Pas pour quelqu'un de meilleur, mais pour quelqu'un de plus vivant. Un homme impulsif, instable, mais intensément présent. Est-ce que cela te rappelle quelque chose? Ce que Freud appelait la castration morale est aujourd'hui omniprésent dans les relations. Des hommes qui, pour ne pas paraître oppressants, ont renoncé à toute énergie de direction. Des hommes qui, pour ne pas déranger, vivent dans l'attente. Et dans cette attente, ils s'évaporent. Alors maintenant, prends un instant et sois honnête. Combien de fois t'es-tu déjà déconnecté de ton élan vital, de ta force créatrice, de ton autorité intérieure, par peur de paraître inapproprié? Et vous, les femmes, combien de fois vous êtes-vous retrouvés aux côtés d'un homme qui était tout ce que vous aviez demandé, mais pas ce que vos corps désiraient? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de ne pas désirer celui qui faisait tant d'efforts pour vous? Combien de fois vous êtes-vous convaincu que le problème venait du désir et non de la relation? Cela peut sembler injuste, mais c'est profondément humain. La vérité, c'est que le désir féminin ne suit pas les tableaux émotionnels. Il suit le contraste, il suit la force, il suit l'énergie qui ne faiblit pas. Il ne s'agit pas de domination littérale, mais de polarité, de tension entre deux pôles qui ne s'annulent pas. Freud s'en est approché, mais il s'est arrêté là où la culture l'a obligé à s'arrêter. Car qui aurait eu le courage, à l'époque, et peut-être même aujourd'hui, de dire que le désir féminin s'éveille souvent plus dans la résistance que dans l'abandon? Mais toi, tu le sais, même si tu ne l'as jamais formulé ainsi, tu le sais, tu l'as déjà senti, tu l'as déjà vécu. Peut-être dans un moment inattendu, dans une rencontre brève, dans un regard intense. Ce genre de connexion qui te désarme, te déstabilise, te fait oublier toutes les règles. Parce que là, pendant quelques secondes, tu n'étais pas ce que les autres attendaient. Tu étais toi, tu t'en souviens? Alors dis-moi, qu'as-tu fait de cette part vivante en toi? Tu l'as cachée? Tu l'as tuée? Tu l'as troquée contre une version plus acceptable? Beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent dans ce limbo, trop bons pour fasciner, trop prévisibles pour enflammer. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont été éduqués à s'amputer eux-mêmes. On leur a appris à chercher l'approbation et non le magnétisme. Et dans ce processus, ils ont perdu l'éclat dans leurs yeux. Et quand cet éclat s'éteint, son regard à elle s'éteint aussi. Voilà le point le plus triste de tous. Quand l'homme commence à vivre dans le regard de la femme et non dans le sien, quand sa présence cesse d'être une invitation pour devenir une demande d'attention, quand il ne séduit plus, mais quémande, même en silence. As-tu déjà vécu cela? Déjà ressenti que tu devais mériter son amour à chaque geste? Déjà surpris en train de calculer tes mots, tes pas, tes émotions, juste pour ne pas être rejeté? Partage-le avec moi. Raconte-le dans les commentaires. Car cette douleur n'est pas seulement la tienne, c'est celle d'une génération entière d'hommes et de femmes qu'on a appris à éteindre leur propre feu intérieur. Mais il faut du courage pour regarder cela en face, et encore plus pour changer. La grande ironie, c'est que pendant que nous crions tous à la liberté, le désir, lui, réclame toujours de l'attention. Pendant que nous cherchons des relations égalitaires, le désir continue de battre là où il y a de la différence.
Pendant que nous valorisons la sécurité, le désir guette l'imprévu. Et si cela n'est pas affronté avec lucidité, cela devient tragédie. Car ce qui ne pulse plus meurt. Et tu n'as pas été créé pour mourir de l'intérieur. Tu as été créé pour vivre pleinement. Sais-tu ce que c'est que de mourir à petit feu? Pas cette mort soudaine, tragique, qui éclate dans un cri, mais celle qui s'installe en silence, entre une conversation sur les factures à payer et un baiser sans intention. Cette mort lente, émotionnelle, invisible, imperceptible aux yeux extérieurs, ronge des milliers de couples chaque jour, et personne ne voit, personne n'en parle, parce qu'en apparence, tout est à sa place. Mais ce qui palpitait ne vibre plus, ce qui touche ne traverse plus. Ce qui vit ne fait que survivre. Il y a quelque chose de particulièrement cruel dans cette expérience, car elle n'a pas de méchant, pas de cause évidente. Elle touche des gens bien, des gens qui s'aiment, des gens qui ont fait tout comme il faut. Mais le désir ne respecte pas ce qui est juste. Il répond à ce qui brûle, et ce qui brûle est rarement sûr. As-tu déjà entendu parler du paradoxe de la sécurité ? Une étude menée par Esther Perel, thérapeute belge réputée pour son travail sur l'érotisme dans le couple, a révélé ce que Freud avait déjà pressenti un siècle plus tôt. Plus un lien devient sûr, plus le désir a tendance à s'assécher. Non pas parce que la sécurité est mauvaise, mais parce que le désir se nourrit de distance, de risques, de tension entre le connu et l'inaccessible. C'est peut-être pour cela qu'il est si courant de voir des couples s'aimer profondément, mais ne plus parvenir à se toucher. Ils prennent soin l'un de l'autre. Ils sont des partenaires fidèles. Ils se soutiennent dans toutes les luttes de la vie. Mais le soir, quand le silence s'installe, il n'y a plus d'élan, plus de faim, juste de la tendresse, la même que l'on a pour un frère, un ami, un enfant, mais pas pour un amant. Et cela fait mal. Ça fait mal parce que personne ne veut l'admettre. Ça fait mal parce que cela touche l'estime de soi. Ça fait mal parce qu'il semble ingrat de désirer autre chose que celui ou celle qui est à nos côtés depuis des années. Mais dis-moi honnêtement, combien de fois t'es-tu surpris à repenser avec nostalgie, non pas à quelqu'un qui t'a apporté de la stabilité, mais à quelqu'un qui t'a déséquilibré? Combien de fois ton corps a-t-il réagi non au prévisible, mais à l'imprévisible? Combien de fois as-tu regretté cette tension, même si ta raison te disait que c'était mal? Il y a un autre chiffre encore plus troublant. Une étude menée par l'Université du Michigan en 2021 a révélé qu'environ 57% des femmes en couple depuis longtemps déclaraient avoir fréquemment des fantasmes impliquant des hommes qui n'étaient pas leurs partenaires. La plupart ne voulaient pas tromper, ni mettre fin à leur relation. Mais elles reconnaissaient que l'érotisme avait migré de la réalité vers l'imaginaire. Et tu sais ce qu'il y a de plus fascinant? Il ne s'agissait pas de fantasmes de contes de fées, de dîners aux chandelles ou de romances délicates. Non, c'étaient des fantasmes de domination, d'intensité, d'abandon total, de se faire emporter, pas convaincre. Et cela nous amène à une question fondamentale. Et si ce qu'on nous avait appris sur le désir était faux? Freud, avec toute son audace, avait déjà mis le doigt sur cette blessure. Dans ses lettres privées, celles que le grand public n'a jamais lues, il affirmait que la femme civilisée était bien souvent une performance. Sous les couches d'éducation se cachaient des pulsions brutes, des désirs ravageurs, des élans qui n'entraient pas dans le discours de l'époque. Et le plus inconfortable dans tout cela, ce n'était pas une pathologie, c'était une structure. Tu saisis ce que cela signifie? Cela signifie que dans bien des cas, ce qui a été réprimé, ce n'est pas ce qui était mauvais, mais ce qui était naturel. Et aujourd'hui, nous vivons avec les effets secondaires de cela. Une génération de femmes à qui l'on a appris à désirer un homme sensible, gentil, stable, et qui, en secret, se sentent attirées par des figures représentant l'opposé. Intensité, mystère, puissance. Ce que Freud appelait l'ambivalence du désir féminin n'était pas de la misogynie, c'était une observation clinique. Mais qui a eu le courage d'écouter? C'est difficile à accepter.
Parce que cela exige de nous une révision profonde. Cela suppose d'admettre que le désir n'est peut-être pas juste, qu'il ne suit peut-être pas la logique morale, qu'il plonge peut-être ses racines dans un temps antérieur au langage, à la raison, à ce que nous avons appris à appeler le bien. Et cela n'est confortable pour personne, ni pour l'homme, ni pour la femme, car l'homme aussi est perdu. Il a été émotionnellement domestiqué. On lui a appris à s'excuser d'exister, à se modeler selon ce qu'elle désire, sans se rendre compte qu'en faisant cela, il perd précisément ce qui faisait qu'elle le désirait, sa présence énigmatique, sa solidité silencieuse, son indépendance vitale. Et la femme, quant à elle, commence à se sentir trahie par elle-même, parce qu'elle a demandé exactement ce qu'elle a reçu. Elle a demandé de l'affection, de la stabilité, de la réciprocité. Et maintenant, sans comprendre pourquoi, elle sent que quelque chose s'est brisé, que le feu ne brûle plus. Et la culpabilité, comme toujours, arrive doucement, silencieusement, cruellement. As-tu déjà vécu cela? T'es-tu déjà senti coupable de ne plus désirer quelqu'un que tu aimes encore? As-tu déjà essayé de rallumer une flamme qui refusait de revenir, malgré les efforts, la thérapie, le dialogue? As-tu déjà caché à toi-même un désir pour quelque chose ou quelqu'un qui n'avait aucun sens, mais qui te faisait sentir vivant? Écris-moi, raconte, car quand tu parles, d'autres trouvent aussi le courage de parler. Il y a un silence insupportable dans les relations modernes. Un silence fait de concessions morales, d'affection sans passion, de présence sans vibration. Des couples qui se regardent, mais ne se voient plus. Qui se touchent, mais ne ressentent plus. Qui s'embrassent, mais ne frissonnent plus. Et tout cela se produit sous le voile d'une supposée maturité. Mais est-ce vraiment de la maturité ou du conformisme? Peut-être est-il temps d'arrêter d'essayer de sauver le désir avec des règles. De comprendre qu'il ne fleurit pas dans l'obéissance, mais dans le contraste. Qu'il ne se nourrit pas du certain, mais du risqué. Qu'il ne naît pas dans le territoire de la paix, mais dans celui du mystère. Freud disait que le désir est une forme de retour du refoulé. Ce que tu caches, ce que tu nies, ce que tu enfermes dans une cave, revient un jour. Et il revient plus fort. Il revient sous forme de symptômes, d'ennui, de ressentiment, d'indifférence. As-tu remarqué que beaucoup de séparations ne se produisent pas à cause d'un conflit, mais à cause de l'indifférence? À cause de cette sensation qu'il n'y a plus de pourquoi? Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque d'éros. Et l'éros, l'élan vital, meurt quand on essaie de le contrôler à l'excès. C'est pourquoi la question la plus importante que tu puisses te poser aujourd'hui n'est peut-être pas « comment sauver ma relation ?» mais bien « comment retrouver mon désir ?» Et la réponse ne se trouve peut-être pas dans l'autre, mais en toi, dans la manière dont tu t'es éteint, dans la manière dont tu t'es adapté, dans la manière dont tu as fait taire cette part sauvage en toi, par peur de ne pas être accepté, par peur de ne pas être désirable, par peur d'être trop. Mais si trop était justement ce qui manque, et si ton erreur n'était pas l'excès mais l'absence, et si le désir que tu cherches chez l'autre dormait en toi, parce que parfois, ce qui ressemble à une fin n'est qu'un commencement, le commencement d'une reconnexion avec ce qui te fait vibrer, ce qui te fait frissonner, ce qui te rend vivant, et rien, absolument rien, ne peut remplacer cela. As-tu déjà remarqué à quel point les relations d'aujourd'hui sont devenues un champ de mines d'attente silencieuse? Il y a encore ceux qui croient qu'il suffit d'aimer fort, de parler avec douceur, d'être assez gentil, et tout ira bien. Mais ce n'est pas vrai, parce que le problème, ce n'est pas le manque d'amour, c'est le manque de tension, le manque de contraste, le manque de présence réelle. Nous vivons tous dans un théâtre affectif où les rôles sont joués à la perfection, mais l'âme de l'histoire s'est envolée. La femme, étouffée par des idéaux d'équilibre émotionnel, ne se permet plus de désirer ce qui la fait sortir du cadre. L'homme, conditionné à ne pas déranger, à être agréable, à ne pas se tromper, devient l'ombre de sa propre puissance.
Et dans cet accord non-verbal de coexistence harmonieuse, ce qui meurt, c'est justement ce qui pourrait tout maintenir en vie, l'éros. Freud le savait, non pas comme un juge, mais comme un observateur. Il a écrit « La civilisation exige le renoncement aux pulsions ». Et c'est peut-être là que réside la blessure. Car ce renoncement nous a appris à être bons, mais nous a éloignés du désir. Nous avons construit une idée de relation où tout doit être dit, négocié, discuté, rationalisé. Mais nous avons oublié que ce qui fait vibrer le sang dans les veines ne naît pas de la logique. Le désir ne demande pas la permission. Il surgit, ou pas. Et quand il ne surgit pas, aucune conversation ne peut sauver la relation. Ni les fleurs, ni les dîners, ni la thérapie de couple ne peuvent rallumer ce qui a été anesthésié par trop de prévisibilité. Le désir a besoin d'imprévus, il a besoin de frissons, il a besoin du risque de perdre, de la peur de ne pas avoir, du mystère de ne pas savoir si c'est réel ou non. Ce que nous avons fait, c'est essayer de discipliner le désir, comme s'il était un employé de bureau de l'affection. Comme s'il pouvait suivre des objectifs, des horaires, des tableaux émotionnels. Mais il ne suit rien de tout cela. Il fuit. Il se cache dans les interstices de la routine. Il meurt quand on l'oblige à être trop sûr. C'est pourquoi cette sensation d'abandon émotionnel est bien réelle, même quand personne n'est parti. Le corps est là, mais l'âme s'est retirée. Et le plus tragique, c'est que les deux le sentent, mais font semblant de ne rien voir, parce qu'il vaut mieux préserver l'apparence que faire face à la possibilité que tout le modèle soit à revoir. Et c'est à ce moment-là que beaucoup commencent à croire que l'amour est mort. Mais l'amour n'est pas mort. Ce qui est mort, c'est l'étincelle que le désir allume quand il y a encore quelque chose à conquérir. Et cela ne peut naître que lorsque les deux sont entiers, présents, habitant pleinement leur propre essence, sans se dissoudre l'un dans l'autre. Freud mettait déjà en garde contre ce danger en parlant du narcissisme des petites différences. Quand on essaie de tout niveler, d'éliminer les conflits, de lisser les tensions, de supprimer les oppositions, on tue le champ magnétique de la rencontre. Le désir a besoin de polarité. Il a besoin du masculin et du féminin dans leur danse archétypale, non comme genre, mais comme énergie, direction et mouvement, contenance et abandon, fermeté et reddition. Mais où est passé l'homme qui ose encore être direction? Où est passée la femme qui se permet d'être mouvement, sans culpabilité? Tous deux ont été désautorisés à habiter leur nature profonde. La femme par peur d'être soumise, l'homme par peur d'être dominateur. Et dans cette déconstruction mal conduite, nous avons perdu le fil de la danse. Tous deux sont devenus neutres, corrects, éthiques, mais incapables de se provoquer l'un l'autre. Le ressens-tu? Cette neutralisation affective où tout est égal mais rien n'est intense? Où tout est respecté mais rien n'est bouleversant? Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi tant de femmes disent « je l'aime, mais je ne ressens plus rien ». Ou pourquoi tant d'hommes disent « je fais tout pour elle, mais j'ai l'impression d'être invisible ». La femme est frustrée de ne pas trouver un homme qui la fasse vibrer de cette manière qu'elle-même ne sait nommer. L'homme est frustré de ne pas comprendre pourquoi être gentil ne suffit plus. La réponse ne se trouve pas dans la bonté, elle se trouve dans la présence. Une présence vraie qui ne cherche pas à plaire, mais à être authentique. Qui n'a pas besoin d'être acceptée, parce qu'elle s'accepte déjà, qui ne mendie pas la validation parce qu'elle vibre de l'intérieur. Freud savait que l'inconscient n'obéit pas aux règles de l'ego. C'est pourquoi dire « je t'aime » ne suffit pas. Si le désir n'est pas là, le corps ne répond pas, l'âme ne vibre pas. Et la relation, même pleine de bonnes intentions, devient une mise en scène. Un accord confortable, sans vitalité. Nous sommes donc à un tournant. Soit nous continuons à essayer d'éviter les frictions, à nous adapter, à garder le calme, soit nous avons le courage de retrouver ce qui a été perdu dans notre quête d'acceptabilité. Et ce n'est pas un appel à l'arrogance, à l'agressivité ou à la régression. C'est un appel à l'intégrité,
Car un homme entier n'a pas besoin de crier pour être vu. Il habite sa présence, il vit son corps, sa parole, sa mission. Et une femme entière n'a pas besoin de manipuler pour être désirée. Elle permet à sa vulnérabilité d'être une force et à son abandon d'être un choix, non une soumission. Ce retour à sa propre puissance n'est pas une technique de séduction, c'est un retour à la maison. Et maintenant, peut-être plus que jamais, tu ressens le poids de tout cela en toi, la nostalgie de ce que tu as déjà été, la douleur de ce qui s'est éteint, la frustration de tout ce que tu as essayé de faire fonctionner sans succès, mais aussi une étincelle, un écho, un appel. Oui, tu peux essayer de sauver la relation. Tu peux tenter de rallumer la flamme avec de belles paroles, des surprises, de la bonne volonté. Mais si tu ne te reconnectes pas à ta propre vérité, rien ne changera. Car le désir ne naît qu'entre deux présences entières qui restent elles-mêmes, même dans la rencontre. C'est pourquoi, avant de réparer le « nous », tu dois retrouver le « je ». Es-tu prêt? Dans la prochaine partie, nous allons marcher ensemble, pas à pas, vers un plan concret de reconnexion avec ton centre, ta direction, ton énergie vitale. Non pour que quelqu'un te désire, mais pour que tu recommences à vibrer. Parce que lorsque tu vibres, le monde le ressent. Et tout change, y compris le regard qu'on porte sur toi et l'amour qu'on te donne. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a refusé de continuer à vivre en mode automatique. Peut-être une douleur ancienne a-t-elle ressurgi pendant que tu écoutais ces mots. Peut-être a-t-il suffi d'un silence entre toi et la personne que tu aimes, d'un toucher devenu froid, d'un désir disparu sans prévenir. Ou peut-être est-ce plus profond encore, la reconnaissance intime que tu t'es perdu en voulant être tout ce que l'on attendait de toi et que tu as oublié d'être toi-même. Et maintenant, avec le cœur entrouvert et les yeux plus lucides, tu sais, comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Non par panique, mais par responsabilité envers ton âme. Ce qui suit n'est pas une formule magique. C'est un chemin, un retour, un plan concret pour te reconnecter à ta puissance, à ta vérité et surtout à ta présence. Une présence qui n'a pas besoin de crier, ni de convaincre, ni de plaire. Parce qu'elle est, tout simplement. 1. Fais silence pour t'écouter. Avant de changer quoi que ce soit à l'extérieur, il faut d'abord revenir à l'intérieur. Le premier pas, c'est le silence. Chaque jour, accorde-toi 10 minutes pour être seul avec toi-même, sans distraction, sans téléphone, sans personne. Assieds-toi, le dos droit, les pieds bien ancrés au sol, les mains reposant sur les genoux, et respire. Juste respire. Au début, ton esprit va s'agiter, il va vouloir s'enfuir, il va t'envoyer des tâches, des inquiétudes, des souvenirs. Laisse-les passer. Ce simple exercice, répété quotidiennement, restaure le lien avec ta boussole intérieure. Et c'est là que la transformation commence. Non dans le bruit de la performance, mais dans la quiétude de la présence. Freud disait « L'âme est comme un miroir. Elle ne montre ce qu'elle porte qu'une fois qu'on arrête de l'agiter. » 2. Reconquiers ton autonomie émotionnelle. Arrête d'attendre qu'on te donne la permission d'exister. Tu n'as pas besoin qu'elle te dise que c'est acceptable. Tu n'as pas besoin d'être validé pour t'affirmer. Tu n'as pas à modeler ta volonté selon les désirs des autres pour être aimé. Ta mission, ce n'est pas de plaire. Ta mission, c'est de te positionner. Chaque jour, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Pas ce que les autres attendent de toi. Ce que toi, tu veux. Et prends alors au moins une petite décision pour toi. Rien que pour toi. Cela peut être dire non à ce qui te manque de respect, changer une habitude ou simplement tenir une promesse que tu t'es faite à toi-même. Cela semble petit, mais c'est immense, parce qu'à chaque fois que tu t'écoutes et que tu agis, tu te reconstruis. 3. Restaure ton énergie vitale avec des limites claires. La présence sans limite devient esclavage. L'amour sans structure se dilue. Tu dois apprendre à te contenir et à contenir l'autre. Ce n'est pas de la violence, c'est de l'architecture intérieure. Et l'architecture, c'est ce qui soutient le désir. Les hommes qui ne savent pas dire « ça suffit » perdent le respect. Les femmes qui veulent tout contrôler perdent leur spontanéité. L'invitation ici est simple, mais exige du courage.
Chaque fois que tu sens que tu t'effaces pour maintenir la paix, arrête-toi, respire, repositionne-toi. Cela peut vouloir dire briser un cycle de complaisance, refuser une demande, ne pas répondre immédiatement à un message. Tu n'es pas dur, tu es entier. 4. Réconcilie-toi avec le mystère. Tu n'as pas besoin d'être entièrement compréhensible pour être aimé. Au contraire, ce qui est trop prévisible perd de son charme. Le désir a besoin de mystère, et le mystère naît quand tu arrêtes de tout expliquer, arrête de tout dire. Arrête de tout justifier. Permets-toi d'être ambigu, multiple, humain. Tout n'a pas besoin d'être clair. Tout sentiment n'a pas besoin d'être traduit en mots. Quand tu embrasses ton propre mystère, tu deviens magnétique, parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas à vendre, quelque chose qui ne se plie pas, quelque chose qui palpite, même s'il n'est pas compris. Et cette chose-là, c'est ce qui attire le plus. 5. Reprends ta mission dans le monde. L'homme le plus désirable n'est pas celui qui cherche l'approbation, c'est celui qui est en mouvement, celui qui suit une direction, celui qui bâtit quelque chose de plus grand que son propre ego. Et cela vaut pour les femmes aussi. Quand tu vis connecté à quelque chose qui dépasse la relation, une cause, un projet, une expression authentique de toi, tu deviens plus vivante. Et le désir reconnaît la vie. Chaque jour, nourris ta mission, même si elle est encore floue, même si tu n'en connais pas encore le nom. Cela peut être apprendre quelque chose de nouveau, recommencer à créer, dire une vérité que tu as toujours évitée. Chaque pas dans cette direction est un pas vers toi-même. Et plus tu te retrouves, plus l'autre sent ta présence. 6. Transforme la routine en rituel. Le désir ne survit pas dans la répétition sans intention. Il meurt là où tout devient protocole. C'est pourquoi tu dois transformer les petits moments en rituels. Cela ne doit pas être compliqué. Cela peut être le petit déjeuner préparé avec attention, un toucher chargé d'intention, la manière dont tu t'habilles, dont tu marches, dont tu regardes. La différence entre un geste ordinaire et un geste magnétique, c'est la conscience. Et la conscience, c'est ce qui transforme l'habitude en rite. Ce plan n'est pas fait pour sauver ta relation. Il est fait pour sauver ton énergie vitale. Car lorsque tu es entier, l'autre le sent. Lorsque tu vibres, l'environnement change. Lorsque tu te reconnectes à ton centre, tout autour de toi commence à répondre autrement. Peut-être que maintenant tu respires différemment. Peut-être qu'une partie oubliée de toi commence à se réveiller. Et c'est normal si cela t'effraie. Le changement fait peur. Mais il libère aussi. Tu n'as plus besoin de vivre en simple spectateur de ton histoire. Tu peux revenir au centre de la scène. Non comme quelqu'un qui cherche à impressionner, mais comme quelqu'un qui s'habite pleinement. Si ce chemin a résonné en toi, s'il a touché une blessure, ravivé une espérance, ou simplement éveillé une pensée, je t'invite à continuer la marche avec nous. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo, et surtout, partage ton expérience dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Qu'as-tu déjà vécu qui fait écho à tout cela? Ta voix compte. Parce que lorsque tu parles, tu donnes à d'autres le courage de faire de même. Nous sommes ensemble dans cette traversée. Et le prochain pas commence maintenant.